Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre émission mensuelle sur Bismart en partenariat avec Entreprises et Médias, association et think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors chaque mois, vous le savez, on décortique ensemble les grands enjeux de communication auxquels les entreprises doivent faire face, que ce soit en interne ou en externe. Et ce mois-ci, je vous propose de nous intéresser à la transition écologique. Comment impacte-t-elle, cette transition écologique, la communication des entreprises? Que signifie exactement, concrètement, une communication responsable? Est-ce que la communication autour de ces sujets est en train de devenir aussi sensible que la communication financière? On en parle tout de suite dans Smartcom. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Lautier. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice de la communication du groupe Pierre et Vacances Center Park, on va la mettre dans l'ordre. Céline Audibert, bonjour. Bonjour. Directrice de communication du groupe Steph. Et puis Christophe Bellorgeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior vice-président communication de Technip Énergie. Je fais souvent un petit tour de table pour commencer cette émission, pour avoir un petit peu votre ressenti d'abord, vous, sur le sujet. Valérie, par exemple, la transition écologique, quelle place elle occupe dans votre métier aujourd'hui ? Aujourd'hui, la transition écologique et plus largement la RSE, j'ai envie de dire que c'est structurant pour un secteur comme le nôtre, puisque le groupe Pierre et Vacances Center Parks, c'est le numéro 1 européen du tourisme de proximité. Donc quand on parle de tourisme de proximité, derrière on met forcément le transport, l'ancrage local, les activités, la restauration, enfin ça implique beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce sujet-là est primordial chez nous, puisque Franck Gervais, notre directeur général qui est arrivé il y a 1 an, la transition écologique ou la RSE de manière plus générale est un de ses piliers de sa stratégie. Donc quelque part, aujourd'hui, transition écologique, RSE est un des sujets majeurs de la communication. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas uniquement un sujet de communication, c'est avant tout aussi un levier business, puisqu'il impacte toutes les parties prenantes, que ce soit nos clients directs, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit toutes nos parties prenantes, élus, collectivités locales, partenaires. Donc je dirais que c'est structurant et essentiel. Céline, même question, vous qui êtes donc chez Steph, qui est un transporteur routier, donc là aussi j'imagine avec beaucoup de sujets liés à cette transition écologique, à commencer par la façon peut-être dont l'entreprise fonctionne. Énormément. C'est vrai que c'est vraiment au cœur à la fois de la stratégie et à la fois au cœur de notre communication maintenant. On a fait le choix chez Steph d'intégrer cette composante environnementale dans notre raison d'être. Puisque notre raison d'être, c'est garantir durablement et en toute sécurité l'accès à l'alimentation pour tous, en fait, que ça soit dans sa diversité et dans sa multiplicité. Aujourd'hui, chez Steph, c'est vraiment très important pour nous parce que c'est le business model de demain, entre guillemets, qui se joue, puisque nous avons des contraintes aujourd'hui qui sont des contraintes légales, dictées par les villes et dictées par le législateur, qui doivent être respectées. Et notre business model a toujours été ancré sur 3 piliers, l'économique, l'humain, l'environnemental. Aujourd'hui, c'est un pas de plus qu'on fait depuis 1 an avec une nouvelle démarche qui s'appelle Moving Green. Christophe, vous êtes dans une société qui fait de l'ingénierie, positionnée sur le secteur de l'énergie, donc là aussi aux avant-postes de tous ces sujets. Vous avez pris ce virage en amont aussi, vous l'avez senti monter cette vague-là ? Alors, la vague, on la sent monter, et on la sent monter avec nos clients depuis de nombreuses années, notamment dans les domaines traditionnels hydrocarbures, où la problématique clé, ça va être sur la décarbonisation. Mais nous, Technip Énergie, on est le résultat d'un spin-off d'un grand groupe franco-américain. Donc, on a été créé il y a 1 an. Voilà, on a 60 ans d'existence, mais on a été créé il y a 1 an, et justement pour adresser tous ces sujets de la transition énergétique, la transition écologique. Donc, en plus des domaines traditionnels, ça peut toucher la capture du carbone, l'éolien flottant, l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu. Et des dossiers notamment sur la circularité des plastiques ou autres. Un contrat que j'aime beaucoup, un projet que j'aime beaucoup citer, c'est on travaille avec une technologie dormante d'IBM
pour un équipementier sportif Under Armour. Donc c'est assez improbable pour une société comme nous. C'est des clients qu'on n'a pas l'habitude, avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, mais pour recycler les fibres polyester. Et donc voilà. Donc en plus d'avoir les dossiers de transition énergétique, il y a ces dossiers de circularité. Et nous, quand on a été créé, c'était pour être un leader des technologies et de l'ingénierie sur le domaine de la transition énergétique. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on dit et ce qu'on dit aussi à nos clients, c'est que c'est notre business. La transition, c'est notre business. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, tous les trois, vous prenez directement vos ordres de la direction de la RSE, Valérie? Prendre directement les ordres de la direction RSE, je dirais non. C'est un travail en commun. Puisque j'ai envie de dire chacun son métier, donc je dirais que la RSE, je dirais que c'est un domaine un petit peu particulier. Donc moi, je suis plus là pour challenger, on va dire, la RSE, l'accompagner également, parce que souvent, c'est toujours un petit peu, quelquefois, des termes barbares. Ils ont leurs objectifs, leurs KPI, etc. Donc notre rôle, nous, en tant que communicants, c'est peut-être plus de vulgariser, de le faire comprendre, à la fois en interne, mais en externe aussi, de les transformer tout simplement en messages de communication. Mais j'ai envie de dire, c'est pas uniquement des messages, parce qu'aujourd'hui, il faut surtout aussi les challenger pour avoir des véritables preuves. Et je pense qu'on évoquera certainement le sujet de la crédibilité quand on parle de transition écologique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avoir un discours intentionnel. On n'est plus dans l'intention, on est dans l'action. On est là pour agir. Alors nous, on agit pour un tourisme à impact positif. Donc, mais pour agir, il faut aussi avoir des éléments de preuve. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure finalement sur la stratégie. Vous considérez par exemple, Céline, qu'aujourd'hui avoir une communication sur la transition énergétique, ça fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise et que tout ça est lié, et d'où le lien avec la RSE de toute façon? Ça fait tellement partie que notre conseil d'administration s'est à lui-même approuvé nos objectifs. Donc on est allé jusque-là. Donc en fait, je rejoins ce que dit Valérie. Au niveau du travail avec les directions de la RSE, bon là pour le coup, c'est de la co-construction, c'est ensemble. Et on a la chance de travailler dans une réelle coopération, ce qui nous permet de toucher à tous les outils et à toutes les cibles ensemble. Mais au-delà de ça, c'est un problème stratégique. Donc en fait, c'est un problème de direction d'entreprise. Et évidemment, chez nous, le conseil d'administration s'en est saisi pour cette raison. Il faut toujours apporter des preuves, disait Valérie. Et Christophe, vous êtes aussi, j'imagine, confronté à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde parle de transition écologique, tout le monde parle de RSE. Et donc, à un moment, il y a eu toute cette tendance de faire un peu de greenwashing parfois, de dire, et aujourd'hui, on ne peut plus avec les réseaux sociaux, avec une communication qui va ultra vite. Comment est-ce que vous organisez vos actions de communication pour justement ne pas vous laisser dépasser par ça ? Alors nous on a, je dirais, une culture d'ingénieur chez nous, donc il faut prouver de tout ce qu'on dit. Donc chez nous, ce qui est un peu important, c'est de dire ce qu'on va faire, de faire ce qu'on a dit, et puis ensuite de dire ce qu'on a fait, voilà, en 3 étapes. Et donc ce qu'on a fait cette année, c'est que c'était la première année d'existence, c'est qu'on a mis en place une feuille de route ESG ou RSE, qu'on a travaillé avec toutes les équipes. On a 6 000 collaborateurs sur 15 000, près de 40% qui ont passé presque 1 heure de leur temps à remplir un questionnaire. On a travaillé avec toutes nos parties prenantes extérieures pour faire une matrice de matérialité. Et ensuite avec le conseil d'administration. Et ce qui est très très important au niveau du comité exécutif et du conseil d'administration, c'est d'avoir un suivi régulier pour s'assurer que ce qu'on a dit et ce qu'on a mis en place est bien effectif. Et donc tous les 3 mois, à chaque conseil, le board nous demande de passer en revue tous les indicateurs de cette feuille de route. Donc on a 4 grands piliers, parce qu'on parle de transition énergétique là, mais nous, notre feuille de route, elle va au-delà de la transition énergétique. C'est comment on aide les équipes à se développer, comment on aide la société à avoir une meilleure gouvernance, comment on aide avec les communautés qui nous entourent à avoir un meilleur impact, que ce soit en matière d'environnement, en matière de social, en matière de gouvernance. Et donc tous les 3 mois, il faut repasser on passe devant le conseil d'administration et on leur explique où on en est sur les indicateurs de la feuille de route. Et ça, je pense que c'est important qu'à tous les niveaux de l'entreprise, non seulement on fasse de la pédagogie et on engage, mais aussi qu'on ait ces étapes de vérification et de suivi par les plus hautes instances du groupe, pour pas qu'il y ait cette dérive dont on parlait de greenwashing. Vous parliez tout à l'heure de KPI du côté de la RSE. Ouais. Et là, on sent bien du côté de Christophe qu'à un moment, il faut mesurer. C'est important d'avoir cette espèce de comptabilité green, si je peux appeler ça comme ça. Alors oui, c'est important. Alors ça l'est d'autant plus quand on est une société cotée, puisque j'ai envie de dire qu'on a des comptes à rendre en tant que société cotée, puis on le voit dans les documents de référence aujourd'hui.
il y a une grande partie aujourd'hui qui est consacrée à la RSE, avec des KPI qui doivent être bien précis. Et là où je rejoins Christophe, ce qui est important dans cette démarche, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le pilier RSE, transition écologique, est un des piliers de la stratégie Réinvention 2025 de Franck Gervais. Ça s'est porté au plus haut niveau aujourd'hui, on le voit. Ça redescend beaucoup dans les équipes. On parle de KPI, on parle d'objectifs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Chez nous, les collaborateurs qui ont des objectifs, 10% des objectifs sont consacrés à la RSE. Et 10% ? 10%. Ah oui. C'est-à-dire que moi, dans mes objectifs, j'ai une ligne RSE, 10%. Donc, si vous voulez, voyez, il y a vraiment une implication et une prise en compte de ce sujet aujourd'hui qui est très important au sein des entreprises. Et c'est, comme je disais, c'est pas uniquement un levier de communication, c'est vraiment un levier de business pour que les gens puissent vraiment se l'approprier. Et c'est pas uniquement au niveau de la direction générale. Chez nous, j'ai envie de dire, c'est l'ensemble des collaborateurs, c'est l'ensemble des marques qui prennent ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a des, comme disait Christophe ou Céline, il y a des rendez-vous réguliers au niveau du COMEX pour faire un retour, puisque on sait qu'on n'est pas parfait. Sur ce sujet-là, personne ne l'est en même temps. Personne ne l'est. Mais c'est vrai qu'on sait qu'on a encore du chemin à parcourir. Mais j'ai envie de dire, il faut que ce chemin-là, on arrive à le parcourir tous ensemble. Et ce n'est pas uniquement au niveau d'une direction générale, même en fixant des objectifs. Mais c'est vrai que le fait de les avoir mis dans le barème des objectifs a été un indicateur quand même assez décisif. Alors si je pousse le truc un peu jusqu'au bout, ça veut dire que potentiellement demain, toute la communication autour de ces objectifs, en tout cas de transition écologique, risque d'être aussi importante ou aussi sensible que la communication financière. Parce que vos boards regardent, ce qui veut dire que probablement vos investisseurs aussi regardent, Céline. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on arrive à des rapports intégrés dans laquelle la partie activité est aussi grosse que la partie RSE, pour des contingences légales, mais pas seulement. Parce qu'effectivement, l'entreprise, elle se doit aujourd'hui d'être citoyenne, elle se doit de promouvoir une image et d'avoir des actions qui sont en ligne avec ses engagements. Donc, oui. On dit aussi qu'on parle beaucoup de communication responsable. Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, Céline, des choses spécifiques? Est-ce que vous avez changé, je ne sais pas moi, les agences avec lesquelles vous travaillez pour être avec des agences qui sont plus, on va dire, écologiques natives? Je ne sais pas comment on peut le traduire, mais voilà. Est-ce que vous avez changé, je ne sais pas, vos objets publicitaires? Est-ce que vous avez engagé une réflexion comme ça globale? Alors oui, on l'a engagé, mais au-delà de ça, moi je pense que la communication responsable, c'est la communication autour d'un contenu responsable. Et là, ce qui nous guette tous, c'est le greenwashing. Et pour éviter ça, il faut effectivement être dans une posture qui est une posture d'humilité, une posture certainement de co-construction. On parlait tout à l'heure, Valérie parlait tout à l'heure des parties prenantes. Et on arrive effectivement à une communication qui est certainement un peu plus courageuse, en un certain sens, que celle que nous pourrions mettre en œuvre sur d'autres sujets, pour la bonne et simple raison qu'il faut que nous ayons le courage de dire quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. En fait, ces projets-là sont des projets de très long terme, et il peut y avoir, évidemment, comme dans tout projet, des écueils. Des écueils qui nous font régresser à un moment donné. Il faut avoir la capacité, la possibilité de dire bah oui, cette année, ça a régressé pour des raisons externes ou internes à l'entreprise. Le Covid en a été une, notamment. Et pourtant, on sait que notre objectif reste le même. On sait qu'on va l'atteindre. On sait qu'on va tout mettre en œuvre. Voilà. Donc, c'est vraiment plus du contenu. Après, effectivement, sur les formats, oui, très clairement, je crois qu'on va tous vous dire qu'on fait plus de digital et moins de présentiel. Donc effectivement, un peu plus vertueux. Quand on fait du digital, nous, on essaye de le faire de manière un peu pérenne, c'est-à-dire qu'on s'est même équipé d'un petit studio qui n'est pas aussi beau que le vôtre, mais qui nous permet de ne pas avoir à refaire constamment les décors, etc. etc. Bien évidemment, sur la question du papier, également, on réserve ça à des outils pérennes, comme des livres d'entreprise, des choses qui sont destinées à durer. Le reste, on va massivement vers le digital quand même. Christophe, votre définition, vous, de la communication responsable?
C'est un petit peu la même chose que ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, bon, il y a d'abord la partie, vraiment le très haut de l'iceberg, c'est-à-dire c'est la manière dont on va communiquer. On a quasiment arrêté le print. Sur les goodies, sur les salons, on a quasiment arrêté les goodies. Ou toutes les petites choses qu'on peut faire en interne, ça va être sur du papier recyclé, du papier des forêts géré économiquement de manière responsable et tout ça. Donc là, je pense qu'on est tous tous alignés. Sur nos sites web, on travaille tous à faire du green IT, comme disent mes équipes. Donc là, ça, c'est la partie vraiment la pointe de l'iceberg. Et ce que j'entends moi aussi dans votre question, c'est communication responsable. Et ce qu'on disait là, comment on communique de manière responsable. Et nous, si on a mis cette feuille de route en place avec des indicateurs, c'est pour pouvoir faire un suivi dans le temps. Alors, c'est des objectifs qui sont souvent ambitieux, à plusieurs années. Par exemple, nous, on a un domaine encore au niveau des écoles dans lesquelles on va recruter, qui est encore assez masculin, de l'ingénierie, tous ces domaines-là. Mais notre CEO a fixé comme objectif à l'embauche d'aller recruter 50% d'hommes et 50% de femmes. Alors que le pool de talents auquel on a accès n'est pas tout à fait celui-là. Et donc ça, c'est un objectif qu'on suit de manière régulière. Mais ça peut être ensuite sur la neutralité carbone, les émissions, la gestion des déchets, tous les problèmes de sécurité, de droits de l'homme. Mais on suit des objectifs et communiquer de manière responsable, et c'est communiquer sur ces éléments qu'on a définis ensemble avec les équipes. Alors, on parlait de co-construction tout à l'heure. On l'a co-construit avec des équipes, mais aussi avec nos parties prenantes extérieures, parce que sinon, ça n'aurait pas de valeur. Et puis ensuite, c'est le suivre dans le temps. Il y a certains objectifs, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Si on n'y arrivera pas, on les expliquera. Et puis, on espère quand même qu'on va y arriver. Est-ce que communiquer de façon responsable, ça veut dire moins communiquer, Valérie ? Non, parce que comme disaient Céline ou Christophe, à la fois la communication responsable porte à la fois sur le fond et sur la forme. Donc sur le fond, on est d'accord sur les messages, etc. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils justement qui nous permettent de communiquer peut-être de manière plus responsable. Moi, je le vois, on ne va pas revenir sur les sites internet, sur les documents de référence qu'on n'imprime plus, les cartes de vœux qui sont électroniques, etc. Mais je le vois, par exemple, quand on fait des événements. L'un des sujets, en effet, sur le tourisme, c'est ce qu'on appelle, nous, l'ancrage local. Ouais. Bon, quand on fait des événements, on va travailler avec des acteurs locaux. Et on va faire attention à tous les produits qu'on utilise, etc., pour que ce soit des... Voilà. Mais moins communiquer, non, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec malheureusement cette période Covid qu'on a tous eue, on a appris à communiquer différemment. Et on le voit peut-être pour les réunions qu'on peut organiser pour les collaborateurs aujourd'hui. On fait attention, c'est-à-dire que vous aviez des collaborateurs qui au départ venaient pour des réunions pour 2 heures et qui faisaient le voyage de Berlin, d'Amsterdam, ce que vous voulez. Aujourd'hui, non, ça se passe par Teams. Donc vous voyez, enfin, je veux dire, c'est très très large. C'est très très large. Vous parlez tous de vos parties prenantes. Là, vous évoquiez des collaborateurs, mais ça peut être aussi des clients, des fournisseurs. Comment est-ce que vous les amenez avec vous ? Céline, quelle place ils ont dans cette co-construction de la communication responsable ? Alors, on a 3 objectifs, en fait. Le premier, c'est réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre pour nos camions d'ici 2030. Le deuxième, c'est aller vers 100% d'électricité bas carbone pour nos entrepôts d'ici 2025. Et le troisième, j'y viens, c'est celui d'agir collectivement. Et agir collectivement, ça veut dire qu'on n'a pas considéré uniquement notre action à nous en tant qu'entreprise, on est allé un peu plus loin, ce qu'on a le fameux scope 3. Et ça veut dire y intégrer évidemment tous nos fournisseurs, y intégrer nos collaborateurs, très clairement, dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Et y intégrer nos sous-traitants, parce que nous avons une activité de sous-traitance. Donc voilà. Tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement Steph en tant qu'entreprise, mais c'est bien un écosystème qu'on veut essayer de faire vivre. Et c'est ça qui est important, je crois. Et du côté de Technip Ingénierie, comment est-ce que vous embarquez vos parties prenantes ? Alors nous, l'ADN de l'entreprise depuis longtemps, depuis la naissance, depuis 60 ans, c'est l'esprit d'équipe qui est vraiment au cœur. Donc, par exemple, notre feuille de route, elle s'appelle Together by 10, ensemble by 10, 10 Technip Énergie. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'à tous les niveaux de l'entreprise, ce qu'on essaye, c'est d'engager et
d'y aller ensemble, que ce soit avec les clients, les fournisseurs, les employés. Si je prends 2 exemples sur les employés, on est à notre première année d'existence, mais là, on a défini cette feuille de route, maintenant il faut l'embarquer, et il faut, on dit embedded. Et donc on est en train de déployer tout un système de learning, alors avec du présentiel et du e-learning aussi. Et donc l'idée c'est vraiment qu'ils prennent connaissance de cette feuille de route, qu'ils la fassent leur, je dirais, ou que chacun la fasse sienne, et ensuite qu'ils la mettent en œuvre à quel niveau que ce soit. Ça peut être un niveau individuel, au niveau de l'équipe ou au niveau du centre opérationnel. Voilà. Et sur une partie qui était importante aussi, c'est les fournisseurs. Nous, on a des grandes infrastructures, nous on travaille avec nos fournisseurs et après on livre à nos clients. Et donc, on est en train de montrer des conseils, des conseils avec chaque type de fournisseur pour travailler avec eux, comment on va faire pour réduire les émissions de tous les matériels ou de tout ce qu'on achète. Et ça marche plutôt bien. Mais voilà, ça demande quand même ça demande de la rigueur à tous les niveaux de l'entreprise. Mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui. Christophe parlait de learning. Moi, je me posais la question, Valérie, de la formation. C'est vrai que quand on parle transition écologique, souvent on pense à des normes, à des choses qui peuvent être un peu techniques. Est-ce que vous accompagnez, vos collaborateurs sur ces sujets, avec de la formation, par exemple ? Alors, c'est-à-dire que pour accompagner en effet ce sujet transition écologique RSE, dans la stratégie RSE, vous avez 3 piliers et le dernier, bien sûr, concerne à la fois les clients et les collaborateurs. Donc là, les collaborateurs, comme ça fait 1 an que la stratégie a été posée par Franck Gervais, je dirais qu'il y a un premier travail qui est avant tout de la pédagogie, c'est-à-dire c'est de leur expliquer, qu'ils comprennent exactement quels sont les objectifs de cette stratégie RSE. Et ensuite, c'est de les embarquer. Et de les embarquer, ça veut dire en effet, c'est pas uniquement de l'information descendante. À un moment donné, il faut les embarquer en les faisant participer. Donc, il peut y avoir plusieurs formats. Bien sûr, il y a des ateliers. Il y a plusieurs choses aujourd'hui que tout le monde connaît sur tous les outils de communication pour embarquer les collaborateurs. Mais j'ai envie de dire, cette prise de conscience un petit peu par rapport à la transition écologique, on a passé un cap. C'est-à-dire que je pense que l'ensemble des collaborateurs, aujourd'hui, ont bien conscience que de toute façon, il faut agir. De toute façon. Donc après, c'est de se dire comment à notre échelle. Vous voyez, la semaine dernière, par exemple, j'étais avec la business line Pierre et Vacances et on a participé à la fresque du climat. C'est une prise de conscience et je dirais que c'est super intéressant. Et comme ça, les gens, spontanément, ont également envie d'agir. Et ce qui est important aussi, c'est surtout par rapport aux futurs collaborateurs, c'est-à-dire aux gens qui ont envie d'intégrer le groupe. C'est un des sujets, je ne sais pas si Céline ou Christophe le constatent, mais néanmoins, c'est une question qu'un candidat pose aujourd'hui lors de son entretien. C'est-à-dire quels sont les engagements du groupe sur ce sujet de la transition écologique et de la RSE. Donc, quelque part, c'est un sujet pour tout le monde. Céline, vous rejoignez ça ? Il y a un sujet marque employeur derrière, si on ne s'engage pas. Très clairement. Aujourd'hui, ça fait partie des premières questions qui sont posées. Alors quand on est transporteur, logisticien, d'autant plus, on va dire, mais globalement, ça fait partie des premières questions, oui. Il y a aujourd'hui un certain nombre de candidats qui n'iront pas dans les entreprises, qui n'ont pas une position extrêmement claire en la matière, et ça se voit. En fait, ça se voit. Aujourd'hui, on commence à en voir les effets. Ça veut dire que cette communication-là, elle est ultra stratégique. Alors, pour plein de raisons, finalement, Christophe. Pas seulement juste parce que c'est bien de montrer qu'on s'engage pour la planète. Ça va au-delà, en fait. Ah mais ça va au-delà. Elle est au cœur de ce qu'on fait, de ce qu'on communique. Elle est stratégique pour aller aujourd'hui d'un point de vue business. Et en tout cas, nous, dans le secteur dans lequel on évolue sur la transition et sur les sujets de transition énergétique, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait et des sujets sur lesquels on essaie de se positionner. Alors, ça demande de nouvelles habitudes parce que ce n'est pas les mêmes typologies de projets, ce n'est pas les mêmes business models. Donc, pour les équipes, ça demande de nouvelles habitudes. Mais aussi, pour aller chercher les talents, on parlait marque employeur tout à l'heure, on l'a vu sur votre écran, c'était une séance précédente sûrement, mais même aujourd'hui, pour garder les talents. Pour garder les talents et pour garder les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas en adéquation avec les grandes problématiques de la société, on aura du mal à garder les talents. Donc il y a attirer, mais il y a aussi garder. Et donc quand on parle de marque employeur, tous ces sujets de transition, mais aussi de responsabilité d'entreprise sont vraiment au cœur des problématiques d'aujourd'hui. Valérie, quelles sont les bonnes pratiques que vous, par exemple, vous avez mis en place au sein de vos équipes dans ce cadre-là, dans le cadre de la transition écologique et de tout ce que ça implique ?
Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça répond un petit peu aux questions sur lesquelles on a déjà parlé, c'est-à-dire tout ce qui concerne les outils de communication, tout ce qui est les réunions, et puis s'assurer que quand on fait des choses en matière de communication, c'est de travailler avec des ancrages locaux. Je suis beaucoup dans l'ancrage local, mais c'est primordial quand on est un acteur européen du tourisme et de proximité, ancrage local et faire attention en effet à tous les partenaires avec lesquels on travaille pour qu'ils aient une démarche responsable et qui soit en lien, bien sûr, avec notre stratégie. Parce que, quelque part, je dirais qu'à la communication, il faut qu'on soit aussi des bons élèves. D'accord ? Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux collaborateurs, alors vous allez faire ça, et puis alors la communication, non, ça ne marche pas. Donc il faut aussi qu'on soit des très très bons élèves dans le choix de nos partenaires, dans le choix de nos prestataires, et puis dans tout ce qu'on développe. Voilà. Céline, vous, les bonnes pratiques à côté desquelles vous ne passeriez pas ? Alors, nous, on travaille beaucoup, on s'inspire beaucoup du travail de l'ADEME, notamment dans les terminologies adoptées, etc. etc. Moi, je dirais que c'est un filtre un peu global, et le filtre que je demande à mes équipes, c'est celui de l'humilité, en fait. Quand on travaille sur ces sujets-là, c'est des sujets complexes, c'est des sujets très long terme, c'est des sujets où effectivement c'est des stratégies de petits pas. Voilà, donc c'est ça qu'il faut mettre en œuvre pour le résultat le même que Christophe, c'est-à-dire au final faire ce que t'on avait dit, entre guillemets. Vous, Christophe, vos bonnes pratiques ? Moi, j'aime bien le mot humilité aussi. Et nous, on est une société d'ingénieurs, donc ça nous représente assez bien. Et puis, pédagogie. Voilà, humilité, pédagogie pour les équipes com. Toujours expliquer, réexpliquer, raconter des histoires, mais des histoires qui soient vraies, avec des exemples qui soient concrètes. Et puis aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, on a tout un tas d'outils. Est-ce qu'il y avait trop de communication ? Je ne sais pas s'il y a trop de communication, mais en tout cas, la manière dont la communication est consommée a changé. Et nous, on le voit en interne et en externe. On met tout un tas d'outils à disposition, et puis à eux d'aller chercher l'information qui les intéresse sur les outils, sur les chaînes qui les intéressent. Ouais. Ils s'en emparent, les collaborateurs, de ces outils-là ? Vous arrivez à les intéresser suffisamment pour qu'ils aillent chercher ? Parce qu'on a tous connu les trucs en interne qui, en fait, sont jamais regardés. Non, alors, ça dépend aussi comment nous, on va animer. Voilà, donc, on a je dirais en interne, des groupes d'ambassadeurs sur les différents outils et qui sont là pour pousser de l'information et pour animer. Et alors, nous, on est toujours un petit peu frustrés quand on voit les taux d'audience en interne. Mais ensuite, quand on discute avec les équipes, chacun y trouve son compte en fonction des outils et trouve l'information dont il a besoin. Et ça, c'est assez réconfortant des fois. Merci beaucoup Christophe Bellorgeau. Je rappelle que vous êtes senior vice-président communication de Technip Énergie. Céline Audibert, directrice de la communication du groupe STEF. Et Valérie Lautier, directrice de la communication du groupe Pierre et Vacances Center Parc. Merci d'avoir été avec moi. Évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom sur Bismart.